Bonsoir à tous, bienvenue sur Zone Fanatique, le podcast 100% fan et 100% nati. Grosse équipe de choc avec moi ce soir, puisque depuis notre premier épisode où nous étions 5, nous n'avons jamais eu le plaisir d'être 4 pour vous parler de ce match de la Suisse. Avec moi, à ma droite, Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko. Au-dessous de moi, il y a Varam. Salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. Et puis, à l'opposé de moi, il y a Colin. Salut Colin. Salut Mirko, salut à tous. Alors, vous l'avez entendu dans le dernier épisode, ça s'était pas passé du tout comme prévu. On vous avait préparé un super épisode avec Varam et Colin. Malheureusement, trop de soucis techniques. Donc voilà, j'ai dû un peu improviser pour vous proposer quand même quelque chose. Varam s'était présenté dans cet épisode, mais du coup, cet épisode ne paraîtra jamais, même dans un bêtisier, parce que je vous promets qu'au niveau son, c'est absolument inécoutable, inaudible. Donc, on va demander à Varam de se présenter ou de se représenter ce soir à tous les viewers et auditeurs de Zone Fanatique. Je m'appelle Varam, j'ai 40 ans. Vous pouvez également me retrouver sur le podcast Xamcast qui est dédié à notre équipe de cœur préférée. Donc voilà, donc vous pouvez nous entendre déprimer et débriefer les bouses qu'on se tape chaque week-end avec Xamax. Donc voilà, et puis non, passionné de foot et heureux de pouvoir débriefer et parler de la Nati avec mes collègues et avec vous, chers auditeurs. Oui, effectivement, et puis il n'y a pas du tout matière à déprimer, bien au contraire, hein, ce soir dans nos zones fanatiques, puisque on va tout de suite aborder la première rubrique, c'est l'habituelle zone rouge. Voilà, messieurs, c'est un moment historique auquel on a assisté il y a à peine quelques heures. Hein. La qualification de la Nati est toute fraîche. Cela faisait 72 ans que le peuple suisse attendait une nouvelle qualification pour les quarts de finale. Et puis, c'était aussi l'objectif que s'était fixé l'ASF avec Murat Yakin, avec Pierluigi Tami, et même les joueurs. Certains joueurs avaient même été encore plus ambitieux que ça. Mais mission accomplie avec cette victoire au tir au but 4-3 après un match nul 0-0 contre la Colombie. Alors voilà, messieurs, le sentiment général, c'était un grand soulagement à l'issue de ce match tout de même. Et puis l'impression, voilà, que finalement la Suisse, elle a gagné un match qu'elle a perdu de nombreuses années en Coupe du Monde au stade des huitièmes de finale. Ouais, c'est ce qu'on doit retenir en premier lieu de cette rencontre de hier. En finale, c'est l'histoire qui s'écrit. Ce groupe voulait écrire l'histoire, a fini par l'écrire de manière factuelle, et c'est certain que c'est la première chose qu'il faut qu'on retienne dans un match où il fallait avoir les nerfs bien accrochés. Ouais. Alors, Varam, quelques heures avant le coup d'envoi, première grosse inquiétude même au pluriel, avec une annonce choc quand même pour l'équipe de Suisse. Johan Manzambi, Ruben Vargas et Djibril Sow sont annoncés incertains. Il s'ajoutait à Luca Raquez et Michel Ebicher, déjà blessés pour ce match. Alors, Varam, quand on a appris ça, c'est le Blick qui a publié en premier cette information. Le hypomètre, il a descendu d'un cran. Ça nous a déjà refroidi. On a pris une petite clim avant le match. Ouais, clairement, parce que Manzambi, c'est quand même notre facteur X. Je veux dire, on a quand même rarement eu un joueur autant percutant, autant efficace dans les zones de vérité. Donc c'est vrai que son absence a pesé lourd. Je pense que ça s'est ressenti. Et puis l'autre absence aussi qui a été, absence relative il est rentré en cours de jeu, mais il n'était pas au top, c'est Ruben Vargas qui depuis
le début de la compétition, c'est l'autre facteur X. On voit que c'est un joueur qui est en pleine bourre, qui est en pleine confiance. Et par le passé, il n'a pas toujours été constant, il n'a pas toujours fait les bons choix dans le jeu. Mais là, depuis le début de la compète, il est vraiment chaud. C'est un joueur qui fait clairement la différence. Et malheureusement, nos deux atouts offensifs majeurs qui arrivent à contraint, qui arrivent à percuter, bah, ils n'étaient pas là. Donc forcément, offensivement, il nous manquait nos deux de meilleures cartouches. Et je pense que ça a quand même un peu prétérité notre match, même si à la fin, il y a une fin heureuse. Mais c'est vrai que offensivement, on manquait un peu de tranchant. Ouais. Du coup, ben, Murat Yakin, Colin, il a été un peu contraint de revoir son 11 de base, hein. Sans les absences, on est à peu près certain à 100% qu'il aurait reconduit le même 11. Alors, il y avait plusieurs questions, hein, qui se posaient. Est-ce que Denis Zakaria... Alors, on avait assez peu de doutes sur la titularisation du Genevois, mais à quel poste allait l'aligner Murat Yakin? Donc, voilà, je te laisse, Colin, commenter un petit peu la composition de Murat Yakin. Ouais, Mourad Yakin qui du coup a dû composer sans ses absents et donc qui a quand même gardé Zakaria du côté du latéral droit afin de se défendre face à un Luis Diaz qui était quand même une des principales menaces de cette équipe de Colombie. Et d'un autre côté, Mourad Yakin a décidé de faire jouer une sorte de milieu à 4 en diamant, on ne comprend pas trop, mais il a mis Jachari à la place de Manzambi et il a mis un Fabian Rieder qui les deux sont des milieux et donc c'était le premier match de Chachari dans cette Coupe du Monde. Je crois qu'il ne sais plus s'il était rentré en jeu déjà, mais il a commencé titulaire donc dans ce milieu et puis il y a un Mbolo et un Ndoye en pointe un peu qui s'occupaient de l'attaque. Ouais, c'était sur le site de la FIFA et autres, c'était annoncé comme un espèce de 4-3-3. Il y avait une Ouais. volonté, hein, de mettre un peu de poids offensif, de bien cadenasser le milieu de terrain avec 3 joueurs axiaux. Mais Osvaldo, ça n'a pas été payant, hein, puisque en première mi-temps, même en deuxième mi-temps, on a eu la conséquence principale de ce système, c'est qu'on a eu un Brel Mbolo quand même passablement isolé, hein, sur ce match. Oui, oui, oui. Ben, c'est-à-dire qu'on a vu déjà le poids des absences et c'est vrai que dans ce système-là, Embolo s'est retrouvé peu soutenu, ce qui a finalement donné sur l'ensemble du match, hein, parce que quand on revoit le nombre de tirs adressés, le nombre de tirs cadrés sur 120 minutes, parce qu'il faut compter les 120 minutes, c'est quand même, on était largement en dessous du 1 d'XG quand même. Ouais, Sur un totalement. huitième de finale. Donc, c'est quand même une conséquence majeure. Je veux dire, ce match est à la fois une grande joie parce qu'on a franchi un cap historique. Maintenant, voilà quoi, vu qu'on a la chance d'être encore aux États-Unis, c'est quand même un enseignement, enfin, moi, en tout cas, je le tire comme enseignement que la Suisse a de la peine à faire à même peine à se priver plutôt d'éléments clés dont elle dispose. Moi, personnellement, c'est ce que j'espérais avec les années, c'est que finalement le choix des papables s'élargisse un tout petit peu avec les joueurs suisses qu'on sortirait de notre formation. Puis force est de constater qu'en tout cas sur le plan offensif, il t'en manque un, il t'en manque deux, t'es vite dans une situation précaire, quoi. Et ça s'est vérifié sur ce huitième de finale. Ouais, totalement. Parce que Varane, c'est vrai, on pouvait s'attendre avant le match ouais, à un festival plus offensif, à un match plus offensif, avec d'un côté une équipe de Colombie qui avait vraiment pratiqué un jeu très léché, qui se créait beaucoup d'occasions pour pas forcément beaucoup de buts inscrits, hein. Le ratio était pas forcément excellent au niveau de la Colombie, mais en tout cas, il se créait beaucoup de chances de but. Puis de l'autre côté, la Suisse a prouvé sur ces matchs qu'elle était capable d'être explosive, de se projeter, de mettre hors de position les défenses. Et en fait, on s'est retrouvé face à un match où les deux défenses ont très largement pris le dessus sur les attaques. Ouais, bah d'ailleurs, je crois que c'est le match de la Coupe du Monde où il y a eu le moins de XG, si je dis pas des bêtises. Le Depuis le troisième match début dans de l'histoire. la compétition. Troisième match dans l'histoire avec le moins de XG. J'ai vu passer la D'accord. chose aussi. Dans l'histoire Voilà. de la Coupe du Monde, hein, ouais, c'est pas Ouais. surprenant, hein. Voilà, ouais. Donc,
Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Bah déjà, d'un côté, je pense qu'effectivement, nous, on était orphelins de nos deux atouts offensifs, donc plus dangereux. Donc je pense qu'on a été beaucoup limité par ça. Également, je trouve que le choix tactique de Murat Yakin en première mi-temps était vraiment pas, à mon avis, le plus adapté parce que finalement, c'était un 4-4-1-1 avec Yachari en soutien et puis avec Rieder à droite. Et le pauvre Bembolo a passé une sale soirée entre Sanchez et Lukumi. Ça a été assez compliqué pour lui. Et puis de l'autre, je pense que les Colombiens ont été un peu contractés par l'enjeu. Je pense que et la Colombie et la Suisse ont joué un peu avec le frein à main parce qu'il y avait, à mon avis, la peur de perdre. Parce que quand même, il y a quand même un quart de finale en jeu de Coupe du Monde. Donc je pense que l'enjeu a aussi passablement bloqué les deux équipes. Et également une réflexion que je me suis faite sur notre équipe de Suisse, c'est que toute proportion gardée, je trouve que notre équipe de Suisse a un petit côté d'Atlético Madrid, mais pas dans le sens du vice et de la roublardise, mais c'est que la Suisse est maîtresse pour faire déjouer les équipes adverses. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais Mhm. très souvent, les équipes contre la Suisse sont hyper embêtées et n'arrivent pas en fait à pratiquer leur jeu. Et au bout d'un moment, quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, ben, je pense que c'est aussi à mettre à crédit de cette équipe qui, à défaut parfois de bien jouer, ben, arrive à faire déjouer l'autre. Ce qui fait que moi, j'ai vu quelques commentaires, j'ai vu quelques analyses un peu à gauche, à droite. Et finalement, ce qui revient, c'est que cette équipe de Suisse, elle n'est pas évidente à jouer et souvent, c'est pas une partie de plaisir, hein. Et je vois que il y a pas mal de gens qui disent que la Suisse, c'est une équipe à éviter parce que justement, elle te fait déjouer. Oui, effectivement, Colin, sur ce match, on a quand même, si on se focus un tout petit peu plus sur l'aspect défensif de la Suisse, hier, a fait une masterclass au niveau défensif. Manuel Akanji, mais surtout Nico Elvedi ont été tout simplement énormes. Et puis, les deux latéraux, Zakaria et Rodriguez, n'ont pas été en reste, hein. Ah, Zakaria, monstrueux. Défense impériale, il n'y a rien à dire, hein. Elvedi, très bon, qui a su vraiment reprendre les ballons, bien relancer. Et la même chose pour Manuel Akanji, malgré son penalty raté, il fait un match de patron et on a besoin de ça, on a besoin d'une défense pareille pour tenir. Et puis un Ricardo Rodriguez qui a 35 ans arrive toujours à tenir la dragée haute et puis à garder son côté bien en place. Et puis tout ça aidé par les deux milieux de terrain, par les milieux de terrain qui faisaient les retours. Franchement, les Hmm. Colombiens étaient beaucoup, beaucoup à la peine pour essayer de jouer leur jeu, qui passait notamment sur les côtés avec justement les ailiers, les latéraux. Et ça a vraiment eu beaucoup, beaucoup de peine. Et ça a été un peu un cauchemar aussi pour Luis Suarez. Hein. Luis Suarez qui n'a pas trouvé, qui était vraiment muselé et qui a vraiment pas trouvé de bonnes occasions et qui on a vu pas mal agacé pendant le match. Et c'était pas facile. C'était vraiment pas facile pour les Colombiens. Ouais, parce que vraiment, on a vraiment bien, bien bloqué leur jeu, hein. Alors, on sait d'un côté, il y a Munoz avec Rodriguez, même si Rodriguez dézone beaucoup, hein, il a beaucoup de liberté dans ce jeu colombien, au cœur du jeu colombien. Et puis de l'autre côté, Morica et Diaz. Et ce côté gauche colombien en particulier, hein, Osvaldo, Munoz, on l'a vu un petit peu, mais Morica et Diaz. Ils sont dans la poche de Zakaria et de Ndoye, clairement. Ouais, c'est clair on a fait un très 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 gros match sur les couloirs. Ce que disait Varane par rapport à la solidité, puis surtout à cette capacité à faire des jouets, finalement, c'est la réputation que s'est construite la Suisse, hein, à travers les différentes compètes, hein. Si on prend sur le 21e siècle, c'est une équipe qui est devenue de plus en plus solide dans les grands tournois, quelque part. Même quand on pouvait avoir au début du siècle un gardien qui pendant les phases de qualification nous provoquait plus d'une sueur. Ça a quand même été un gardien qui est arrivé les deux compétitions internationales qu'il a joué, il n'a pas pris de but dans les phases finales, alors que dans les phases de qualification, il y avait de quoi dire.
Et puis c'est vrai qu'on a continué déjà avec des gardiens de très bonne qualité, puis avec un système finalement qui nous permettait de, comme l'a dit Varane, quoi, de déjouer l'adversaire, de faire déjouer l'adversaire. Et ça, c'est quand même une première moitié du travail qui est fait et qui est pas inutile sur un match à élimination directe. Maintenant, c'est justement le fait, moi, je me pose quand même la question pour le quart de finale de qui va-t-on récupérer? Parce On que y viendra, on y on y viendra. viendra. Mais c'est Une quand chose même après l'autre. le match de hier soir te démontre quand même qu'au niveau de la phase offensive, de penser que tu peux avancer encore tout le reste sans ces deux joueurs qui manquaient hier, c'est un peu ambitieux. Ouais, pour moi, on peut voir effectivement cet aspect-là, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. La même chose quelque part pour les Colombiens, hein. Ils se sont tellement concentrés sur le jeu défensif, sur bien bloquer l'adversaire, que c'est des fois difficile de se projeter. Et puis, Varane, il y avait aussi un facteur qui était, à mon avis, très important. Les deux équipes, quand elles sont entrées, elles savaient que ça allait pas finir sur un 4-3, ce match. Elles savaient que la première équipe qui marquerait un but sur ce match prendrait un avantage vraiment très, 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 très important. Et du coup, eh bien, on a l'impression que les équipes étaient quand même un tout petit peu timorées dans la prise de risque offensive. Non, mais c'est clair. Et puis après, je pense que du côté colombien, ils se disaient que on était prenable, mais nous, on se disait exactement la même chose. Et c'était un peu l'occasion d'une vie d'arriver dans en fait, les quarts de finale, et ce qui veut dire que tu es dans les 8 meilleures équipes du monde. Et c'était un peu la chance d'une vie, et ce qui fait que les deux équipes ont eu peur de faire l'erreur de trop, de trop se livrer. Mais c'est vrai que la Colombie, on pensait qu'avec Luis Diaz, qui est vraiment un top player, un joueur merveilleux, on pensait que ça allait être dangereux. Finalement, on les a bien contenus. Et Akin a aussi à la mi-temps fait rentrer Sauce, qui a apporté un peu plus d'équilibre aussi à l'équipe. Mais c'est vrai que on a très vite senti pendant le match que ça allait pas être un match pyrotechnique, et que ça allait vraiment se jouer soit sur une erreur, soit en fait au tir au but. Mais autant la Colombie que la Suisse, ils sont pas partis la fleur au fusil, et c'était peut-être plus spéculer et attendre l'erreur de l'autre, ou alors aller au tir au but. Et finalement, l'issue n'a pas été tellement surprenante, quoi. Donc voilà, Ouais. c'était pas un festival offensif, quoi. Ouais, difficile de sortir des grosses occasions en première mi-temps, hein. La Colombie a eu quelques situations intéressantes qui ont abouti à des corners. La Suisse, avec deux frappes, si je ne m'abuse, de Doy et puis de Rieder, hein, des frappes un tout petit Oui, de peu Rieder, ouais. écrasées, pas de quoi mettre vraiment en danger Camilo Vargas, le gardien colombien. Et puis, à la mi-temps, Murat Yakin opère un changement assez logique avec la sortie de d'Ardoni Yachari. Et puis, avec l'entrée, voilà, on aurait pu s'attendre à voir un vrai joueur de couloir rentrer avec un repositionnement de Fabian Rieder. Et puis non, Murat Yakin décide de faire rentrer Djibril Sow. Alors, on était un petit peu sceptique. Moi, j'étais personnellement un petit peu sceptique, mais Colin, Djibril Sow, il a répondu sur le terrain. Il a été excellent. Ouais, très très bonne entrée de Djibril Sow, qui vraiment a fluidifié le milieu de terrain et qui a pris une place que Jachari avait eu de la peine à s'affirmer en première mi-temps, et qui nous a permis d'avoir direct des temps forts dès le début de la deuxième mi-temps, et vraiment un très bon Djibril Sow qui a amené beaucoup d'équilibre dans cette équipe. Ouais, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que Yachari, en fait, clairement, ce positionnement un petit peu avancé par rapport à Granit Xhaka et Remo Freuler, ou cette zone, un peu cet espace libre, il n'a pas réussi à bien l'utiliser. Et puis, alors que Djibril Sow, la consigne, elle était claire, c'est tu joues devant Granit, tu joues devant Remo, et puis surtout, tu joues entre eux et Arias et Puerta, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils se trouvaient dans une zone vraiment où, sur une passe de Freuler ou de Xhaka, voire même de Akanji ou Elvedi, on pouvait couper cette ligne, ce double pivot colombien, en fait, et puis ça pouvait ensuite amener à une situation intéressante si lui, il se projetait et que les ailiers suivaient.
Donc c'était un choix tactique et Djibril Sow, Osvaldo, on a des fois un peu de peine à se dire, quel est son positionnement, réel sur le terrain. Là, je pense qu'on a trouvé un élément de réponse, hein, dans cette position, un peu de 8. Il est plus qu'intéressant, Djibril Sow. Ouais, bah moi, c'est personnellement, c'est là que je l'avais vu évoluer déjà à un bon niveau lorsqu'il évoluait dans notre championnat national. Et c'est vrai que ça fait partie de ces mecs qui sont quand même box-to-box, qui sont quand même assez importants dans la transition du jeu. Voilà, ça faisait partie aussi des garçons qui étaient annoncés comme absents avant le match. Finalement, il a joué, mais c'est un autre de ces pions qui est quand même essentiel dans le jeu suisse et dans cette Suisse-là, quoi, qui finalement a plus d'armes offensives et puis plus de qualité offensive pour créer des différences sur un coup de rein qu'il y a quelques années, mais qui, encore une fois, on le répète, dépend énormément justement de ces joueurs clés pour pouvoir développer un jeu qui lui permette d'accéder à ces quarts de finale. Ouais, Djibril Sow, qui se crée d'ailleurs on va dire la plus grosse occasion suisse en début de deuxième mi-temps consécutive à un très bon travail de Dan Doy sur le côté. Djibril Sow, Varam, bah, mine de rien, il fait son petit bout de chemin, hein, avec son début de carrière du côté de Zurich, puis il part très tôt en Allemagne avant de revenir à IB où il explose vraiment, puis ensuite l'Eintracht Francfort pendant plusieurs saisons. Et maintenant, depuis 2023, ben, il est bien installé du côté de Séville. C'est pas le joueur le plus clinquant de l'équipe de Suisse. C'est pas celui qu'on voit le plus aussi dans les interviews ou dans la caméra. Mais il est diablement efficace. Et hier, il a quand même réussi l'exploit de faire un peu oublier l'absence de Johan Manzambi. Je dis un peu, hein, parce qu'il n'a pas la même explosivité que Manzambi. Mais quand même, c'était pas simple son rôle et il l'a quand même bien accompli. Ouais, bah, Djibril Sow, c'est un joueur qui est intéressant, qui malheureusement a été freiné par une cascade de blessures. Il est un peu fragile et je pense que c'est ça qui fait que il n'a pas encore atteint le niveau qu'on aurait pu espérer de lui. C'est pas qu'il est mauvais, c'est simplement c'est qu'il a eu énormément de blessures. Mais c'est un joueur intéressant, d'autant plus que c'est, on va dire que il a des caractéristiques qui nous manquent un petit peu. C'est effectivement, comme a dit Matteo, c'est le box-to-box, donc c'est un 8, mais qui va avoir qui va aller dans certaines zones, c'est-à-dire en 10, c'est un 8-10. Et puis, effectivement, avec un regista comme Xhaka et puis un joueur d'équilibre comme Freuler qui va plutôt protéger Xhaka et puis bah, qui est l'homme d'équilibre, quand tu as ça, c'est mieux et c'est même préférable d'avoir un box-to-box à côté qui va amener une certaine intensité, qui va jouer entre les lignes et qui va surtout amener le petit côté d'imprévisible, c'est-à-dire jouer entre les lignes et puis en phase de possession adverse, c'est lui qui va justement jouer plus haut, pressé. Donc c'était un changement, je pense, salutaire. Je suis pas toujours très fan des choix de notre coach, mais là, clairement, c'était un joueur qui nous manquait. Il nous manquait ces caractéristiques-là. Et puis surtout dans des matchs comme ça, contre des équipes assez accrocheuses, assez agressives, qui font du duel un peu leur jeu, et ben on avait besoin de quelqu'un qui ait justement cette intensité, qui ait ce coffre physique. Donc il a vraiment fait une excellente rentrée. Ouais, de nouveau, hein, en deuxième mi-temps, pas d'énormes occasions non plus à se mettre sous la dent. Les divers changements apportés par les deux sélectionneurs ne font pas basculer le match d'un côté de l'autre. Voilà, Colin, ce qu'on peut dire quand même par rapport aux changements opérés par Murat Yakin, c'est que la série de matchs consécutifs disputés par Noah Okafor s'arrête après un match. Fin de série, malheureusement, pour Noah Okafor. Le Ouais, sélectionneur, après l'entrée de Djibril Sow à la mi-temps, décide de faire rentrer tour à tour Miro Mourheim pour relayer Ricardo Rodriguez, Ruben Varga, Sylvain Widmer et Cédric Itten qui rentrent respectivement pour Zakaria et Mbolo.
puis ensuite Vargas qui rentre dans le temps additionnel. Amdouni rentre dans les prolongations. Là, par contre, c'était des choix quand même assez pertinents de Murat Yakin. J'ai surtout l'impression que l'entrée de Muheim et puis de Widmer et de Widmer, pas moins Eaton, mais en tout cas celle de Muheim et de Widmer était indispensable comme entrée. Oui, ouais, c'était indispensable pour changer les défenseurs qui étaient quand même un peu à la peine. Ricardo Rodriguez, il n'a pas le coffre pour tenir non plus 90 minutes. Et moi, il a fait une bonne entrée. On voit qu'il est quand même un peu encore en manque de confiance, je trouve. Il y a quand même deux ou trois choix où j'ai trouvé qu'il manquait encore un peu de confiance. Mais c'est quelque chose qui va venir avec le temps de jeu qu'il a en équipe de Suisse. On sait qu'il a été coupé par ses différentes petites blessures avant le rassemblement, pendant le rassemblement. Et puis ce match face au Qatar. Donc voilà. Et puis d'un autre côté, un Sylvain Widmer qui rentre pour surtout la prolongation et qui a aussi fait le taf. Je trouve que le choix de faire rentrer Vargas à la place d'Endo était pas mauvais. Je pense que Endo était peut-être un peu sur les rotules à la fin. J'ai un peu plus de peine avec Itten, on en parlait, mais au Cafor, je trouve que même s'il joue pas beaucoup, il a un rôle en super sub que je trouve très bon. On le voyait il y a 2 ans quand il était à Milan. C'était un super sub, il rentrait, il mettait des buts et c'est un gars qui peut te débloquer des situations. Donc c'est dommage, le choix de Yakin là-dessus est dommage, mais bon, ma foi, il choisit les joueurs qui selon lui méritent le plus. Eaton ne fait pas une mauvaise entrée, hein, à part ça. Et puis d'un autre côté, un Zeki Amdouni pour finir les prolongations qui reprend peu à peu du rythme. Mais les changements de Murat Yakin ont été tous à peu près pertinents. Ouais, je crois effectivement, Osvaldo, de préserver un peu Ricardo Rodriguez. Bah, du coup, on s'est qualifié et puis il y aura un match suivant, mais c'est tout à fait indiqué, hein. Quand il est extrêmement sollicité, Ricardo Rodriguez, un match complet, prolongation inclus, c'est compliqué, hein, pour lui. C'est compliqué pour lui. Maintenant, c'est vrai qu'Okafor, c'est un cas, personnellement, je me demande de plus en plus ce qu'il a fait à Yakin, quoi, pour mériter un tel traitement, quoi. Surtout si tu le prends dans le groupe, quoi. Moi, je regardais le match avec 4-5 potes hier soir qui me disaient, mais pourquoi ils rentrent pas? Les gars, j'ai pas plus d'explications que vous. Surtout que c'est presque le dernier joueur dont les caractéristiques, s'il te manque Wanzambi, si Vargas n'est pas à 100%, c'est pratiquement le seul joueur de profil plus ou moins similaire qui peut justement te créer de l'explosivité devant. Donc, t'en priver dans un match comme ça, quand il te manque déjà des armes, c'est très difficile à comprendre. Maintenant, voilà, il a sa gestion propre. Yakin est quand même le sélectionneur qui a réussi à faire passer ce cap à la Suisse. Donc, finalement, toutes ces théories, comme on dit, laisse le temps qu'elles trouvent. Mais voilà, il y a des très bons choix comme des choix un peu bizarres durant le match qui Ouais, finalement ont fini par payer. moi j'ai réfléchi un petit peu à cette question et puis le seul élément que je peux trouver qui se base évidemment sur le sportif et sur le terrain, hein, je crois que d'un point de vue extra-sportif, on a compris qu'à un moment, pourquoi il n'était plus sélectionné et puis il a fait son mea culpa devant le reste de l'équipe et puis maintenant il est à nouveau sélectionné. Mais je crois que Murat Yakin, le prend vraiment comme un ailier et pas comme un avant-centre. Ça, c'est, à mon avis, un élément très important parce que même s'il le prend comme avant-centre, ben, en tant qu'avant-centre, il est clairement le numéro 3 dans la hiérarchie, hein. Brelem Bolo et Cédric Itten passent avant lui. Même Zeki Amdouni, hein, on peut le mettre comme numéro 4 dans les avant-centres. Et puis, si on le considère comme un ailier, ce que semble faire Murat Yakin, en tout cas dans les seuls moments qu'il a disputé contre l'Algérie, il est rentré sur un côté, eh bien, il est aussi tout simplement numéro 4, hein, minimum numéro 4 dans la hiérarchie, puisque Dan Ndoye, Fabien Rieder et bien évidemment Ruben Vargas passent devant lui, hein, dans cette hiérarchie. Donc, plus que ça, en fait, je crois que Murat Yakin ne le fait pas entrer parce qu'il ne le considère pas comme le premier, deuxième ou troisième choix pour des postes. Moi, personnellement, je ne vois pas d'autre explication. Je ne C'est vois pas clair. d'autre explication. Et c'est sûr que si un joueur, tu le considères comme le choix
3 voire 4 sur des postes, ben, tu vas le faire rentrer seulement, en cas de nécessité ou pour vraiment donner, du temps de jeu, enfin lui donner du temps de jeu, mais aussi rafraîchir les titulaires. Mais si on regarde, Yachari, quand il sort, c'est clair que c'est pas Okafor que tu dois faire rentrer. Ensuite, quand Rodriguez sort, c'est pas Okafor que tu dois faire rentrer. Le seul moment où potentiellement tu peux te dire ah ouais, là on le fait entrer, c'est au remplacement de Dan Doy à la fin du temps réglementaire, au début du temps additionnel du match. Mais là, il y a Ruben Vargas sur le banc. Il y a Ruben Vargas qui, Varam l'a dit avant, qui a été ultra décisif dans le tournoi. Et puis, il avait, je pense pas, le jus pour faire tout un match, y compris des prolongations. C'était un bon choix de ne pas le faire jouer. Mais il faut quand même lui donner du temps de jeu pour qu'il puisse un peu s'exprimer. Et là, Vargas, il y avait encore 30 minutes de jeu potentiellement derrière. Donc, voilà. Et puis ensuite, au moment où euh, qui c'est qui sort? C'est Rieder qui sort. Eh bien, il fait le choix de faire jouer Zeki Amdouni, et qui est plus un homme de confiance, hein. On parlait dans notre épisode initial que Yakin sélectionnait ses hommes de confiance, sélectionnait des joueurs qu'il connaît très bien. Et puis, Zeki Amdouni en fait partie, même si lui, alors, il sort aussi d'une saison extrêmement compliquée en lien avec sa grave blessure. Donc, voilà, je crois que c'est assez simple, finalement. On peut résumer comme ça. C'est un peu triste pour Noah Okafor, qui lui-même sort d'une très belle saison du côté de la Première Ligue et de Leeds. Mais voilà, ça semble être un peu son destin. Voilà, on arrive dans les prolongations, messieurs. Alors, les prolongations ont globalement un peu la même physionomie que le match en général, hein, avec les équipes qui s'échangent un petit peu des temps un peu plus forts, on va dire. Il n'y a pas non plus des défenses qui ont été sous l'eau, mais on va quand même mentionner le fait un peu du facteur chance ou du facteur réussite qui a été quand même avec la Suisse Osvaldo, parce que les plus grosses occasions des prolongations ont été colombiennes, hein, avec cette tête sur la transversale et puis cette balle perdue par Chaka qui donne une grosse occasion. Ben c'est ça. Moi, j'en parlais avec un collègue cet après-midi qui me disait, ouais, mais on a prouvé contre la Colombie qu'on arrivait aussi à être solide, etc. Et qu'on n'avait pas pris de but. Et puis ça, c'est des certitudes en plus pour le quart de finale. Moi, je reste quand même sur les moments, on va dire, un peu plus durs du match. Je me dis qu'on a quand même par moments plus tenu par réussite que 100% par notre propre mérite. Parce que pour le coup, la tête sur la barre, Kobel, il est en retard. Il n'est pas sur la trajectoire, il n'a pas la main. Je veux dire, il est quand même. La main, elle part après que le ballon soit passé derrière lui. C'est vrai qu'il y a eu des pertes de balles à un moment donné qui face à des équipes autrement plus cotées que cette équipe de Colombie, qui était déjà suffisamment bien cotée, ça risque de nous coûter cher. Donc c'est vrai que c'est un peu, moi je me dis le gros point positif que je tire de hier soir, encore une fois, c'est un peu comme nos voisins français dans leur huitième de finale, c'est que finalement l'équipe a su garder la tête froide en toutes circonstances et jusqu'à l'épreuve fatidique de la fin. Parce que ça, c'est presque le plus grand enseignement qu'on peut tirer. Après, pour le reste, je pense que on n'a pas forcément toujours eu de chance dans ces huitièmes de finale. Et il y a eu des éliminations qu'on pouvait mettre sur le plan du manque de réussite. On peut dire que hier soir, sans dire qu'on a été incroyablement chanceux, on a eu la réussite qui nous a accompagnés quand elle devait nous accompagner. Mhm. Il faut savoir l'admettre aussi. Ouais. Avant de parler de l'épreuve fatidique, comme tu dis, Osvaldo, Colin, on va quand même dire un petit mot d'arbitrage. On a eu beaucoup de peine à comprendre la ligne de conduite de l'arbitre de hier soir, dont le nom m'échappe. Maintenant, je ne le retrouve plus. C'est pas... Monsieur Barton. Ivan Barton. Voilà, de Ivan Monsieur Barton. Colin, je pense que encore ce soir, on se demande quelle était la ligne de conduite que Monsieur Barton a essayé d'appliquer à ce match. Mais Tellement la manière d'arbitrer une équipe et l'autre était difficile à lire, était tout simplement pas la c'était même.
C'était très bizarre et là où c'est vraiment devenu bizarre, c'était au retour de la deuxième mi-temps Mmh. où, il commence à arbitrer un peu n'importe comment. Il siffle des fautes un peu ici et là. Il commence à mettre des cartons jaunes aux Suisses, on comprend pas trop, mais les Colombiens, ils font les mêmes fautes, ils prennent pas les mêmes cartons. Là, c'était vraiment très bizarre. J'étais avec 2 amis qui sont aussi d'Amérique du Sud et qui m'ont dit: «Les latinos soutiennent toujours les latinos». Ça m'a beaucoup fait rire et effectivement, un arbitre salvadorien qui arbitre la Colombie, je sais que c'est l'Amérique centrale, mais bon, c'est 2 pays qui sont quand même assez proches. Je vais pas dire qu'il a été pro-Colombie parce que je trouve qu'il a vraiment été des 2 côtés, un peu bizarres. Il y a quand même eu des choix bizarres. Mais j'ai trouvé qu'il a quand même mis du temps à mettre des cartons jaunes aux Colombiens, quoi. Franchement, les Colombiens ont quand même fait 2 ou 3 grosses fautes, qui auraient mérité d'être sanctionnés par un carton. Ouais, alors c'est moins flagrant qu'un match dont on va évoquer le sort plus tard Clairement, dans la clairement, zone clairement, mondiale, clairement. mais c'était quand même étonnant et puis Varane, ça aurait pu coûter cher, pas forcément par rapport aux cartons jaunes qui ont été donnés. Je pense que les cartons jaunes qui ont été distribués aux Suisses, ils étaient, logiques, mais on a senti un Granit Xhaka, quand même passablement énervé par cette position de l'arbitre et puis, dans d'autres circonstances, Xhaka aurait pu sortir de son match, très clairement, hein. Je pense aux Oui, bah, disons que les équipes sud-américaines, quand il faut combattre et se battre, bah, ils sont là, quoi. C'est un peu leur jeu aussi. Et quand ils sont en difficulté, bah, ils aiment bien le mettre un peu sur le tag, sur la provocation. Et il faut surtout pas sortir du match. Il faut surtout pas sortir de son match. Et Granit est un tout petit peu sorti de son match. Je pense aussi que la perte de balle qu'il a eue, je me demande si c'était pas aussi à cause de ça. Mais il faut aussi dire que Granit, il y a quelques années, il aurait peut-être pété un plomb et carrément pris le rouge. Maintenant, ça a été une bataille physique et aussi psychologique. Et si on sort gagnant de ça, ça veut dire que l'équipe a grandi et ça veut dire que l'équipe commence à devenir mature parce que je suis sûr qu'il y a encore 4, 5 ans, on aurait perdu ce match. Et ça a été un excellent test parce que, je ne vais pas trop spoiler, mais contre l'Argentine, ça sera ça et même peut-être un peu plus. Parce que la Colombie en Amérique du Sud, c'est pas les pires, hein, c'est de loin pas les pires. Par contre, quand vous allez jouer contre l'Argentine avec des Paredes, avec des De Paul, avec des Romero, avec ce genre de joueurs-là, eux, ils viennent pas pour enfiler des perles, quoi. Donc, il va falloir rester très calme. Parce que si ça devait partir en sucette ou si ça devait se corser, ils n'hésiteront pas à utiliser le trash talk, ils n'hésiteront pas à mettre des semelles, ils n'hésiteront pas à mettre des coups. Donc voilà. Donc en fait, ça a été un test hyper intéressant. Si on a réussi à sortir de ce guet-apens, parce que c'est vraiment un guet-apens, hein, ils ont tenté par instant de provoquer puis de faire un peu tourner le truc en mode guérilla, eh bien on a réussi à sortir de ça et c'est la preuve que cette équipe a grandi et c'est la preuve que la Suisse peut faire encore de grandes choses dans cette compétition. mmh. Moi, je trouve aussi, faut ajouter un truc qui permet quand même aux Suisses de rester dans leur match, c'est qu'on a un coach qui est calme, qui Oui, s'énerve pas et tout. Et ça aide beaucoup au niveau des joueurs qui quand même se regardent ce que dit le coach depuis le banc, quoi. Et Murat ouais, Yakin, il esquisse pas beaucoup d'émotions, quoi. C'est un peu comme Ancelotti, quoi. C'est des gars qui vont pas beaucoup s'énerver, qui vont rester calmes et qui vont dire à leurs joueurs de se calmer. Et ça permet de rester dans un match et de ne pas tomber dans la furie ou des choses comme ça. exactement. Et puis aussi, je dirais que une de notre force, mais qui peut aussi être une faiblesse, c'est qu'on a une équipe assez expérimentée, assez âgée. Parce que si on prend Richie Rodriguez, Akanji, Freuler, voilà, bon, chacun, voilà, des fois, il dégoupille, mais c'est quand même des joueurs qui ont passé 30 ans, qui ont un certain vécu, et je trouve qu'ils arrivent aussi à transmettre ça. Et on aurait très bien pu se sortir du match. Et là, si on était sorti du match, on aurait pris un rouge, on aurait fait une connerie, mais on est resté focus et c'est une preuve de maturité. Ça veut dire que l'équipe a vécu, ça veut dire que l'équipe a du background et voilà. Et je pense que c'est pas une grande victoire sur le jeu parce que on s'est ennuyé et on a dû combattre contre l'ennui et la fatigue. Mais par contre, c'est une grande victoire mentale.
grande victoire mentale. Et généralement, ces batailles psychologiques, on avait tendance à les perdre. Et là, on l'a gagné. Et je dirais Mhm. même qu'on l'a très bien gagné parce qu'après, on va voir la séance de tir au but. J'ai trouvé qu'on a été d'un calme olympique et d'une sérénité comme rarement j'ai vu. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai. Enchaîne, vas-y, Varham, je sais de quoi tu vas parler dans cette séance de tir au but. De l'attitude tout simplement Oui. lamentable d'un joueur colombien. Et là, on va quitter un petit peu notre casquette de supporter suisse, puisque peu importe la manière, on aurait été content que la Suisse gagne. Mais objectivement, si on est spectateur neutre, on voit qu'il y a une équipe qui d'un côté est calme et dans son truc est stoïque, envoie ses tireurs les uns après les autres, et de l'autre côté, il y a un triste cire qui vient déconcentrer tout ce qui peut les joueurs adverses, et puis que c'est l'équipe de ce joueur-là qui perd au final, on va dire karma. Alors on le dit quand même parce qu'on est suisse, mais, Mais c'est ça. mais on a, Varane, tu peux le dire parce que tu as envie de développer ça, je le sais, je le sens, mais on n'a pas du tout apprécié l'attitude de Yeremina. Non, alors pour ceux qui suivent ce triste cirque, ils savent que c'est un clown. Ce mec, c'est un clown intégral. Donc déjà, il est nul. Et en plus, bah, comme il est nul, bah, il est obligé d'utiliser autre chose, quoi. Pour la petite parenthèse, moi qui malheureusement suis cet horrible championnat qu'est la Serie A, j'ai pu voir le personnage avec Cagliari. Ce mec est une honte intersidérale. Pendant tout le match, il fait du trash talk, mais vraiment, mais tout le match, il pourrit. Il fait que de donner des coups vicieux quand l'arbitre ne regarde pas. Il est toujours en train de tacler. Il est toujours en train de mettre un coup. Ce mec, c'est une honte. Et dans le groupe WhatsApp, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit, il rentre, il va se passer quelque chose. Il est rentré à la 119e minute et ce guignol matriculé a réussi à en faire une en jouant 3 minutes. C'est pour vous dire le niveau de ce personnage. Il est tout Ouais. le temps en train d'en faire une. Il a joué 3 minutes, il a réussi à en faire, mais pire que pan. Donc imaginez s'il avait joué depuis le début. Mais heureusement, on n'est pas rentré dans ce piège à con, parce que c'est un piège à con, carrément. Et là, ce qui est très bien, c'est que les joueurs d'expérience style Akanji ont tout de suite éteint l'incendie. Parce que si ce mec-là vous rentre dans la tête, c'est terminé. Parce que lui, au fait, c'est que ça qu'il essaye de faire. C'est vous rentrer dans la tête, vous pourrir et vous sortir du match et vous déconcentrer. Il sait faire que ça. Il est bon que à ça. Et d'ailleurs, il est rentré que pour ça. Et l'entraîneur colombien le sait très bien. C'est le mec qui va venir vous pourrir. Ouais. C'était signé. Et la stratégie, elle était claire. C'est je dégoupille la grenade, je le fais rentrer et on regarde ce qui se passe. Mhm. Mais on n'est pas rentré là-dedans, on est resté d'un calme olympique et ce monsieur repart avec un calipo géant direction Bogota. Voilà, donc si tu nous entends, Yeri, bisous bisous. Hein. Voilà, on va maintenant passer aux grands hommes plutôt positifs de cette séance de tir au but. Osvaldo, on va rendre à César ce qui appartient à César, puisqu'il a obtenu évidemment le titre d'homme du match. Grégor Kobel, il fait l'arrêt qu'il faut, il aura suffi. Hein, alors il y a un Colombien qui tire sur la barre, il ne l'arrête pas, mais il fait l'arrêt qu'il faut. Et on va le dire, très souvent les arrêts de gardien sont consécutifs à un penalty pas très très bien tiré par les attaquants. Celui-là, il était pas mal tiré du tout. Du tout, Il va du tout. vraiment la chercher. Hein. Et il faut espérer pour Kobel que ce soit le match vraiment du déclic définitif en équipe nationale, parce que ses débuts, du fait de la prise de succession de Sommer, ont vraiment pas été simples. Et c'est vrai que c'est une étape importante dans sa carrière en équipe de Suisse, parce que quand tu es décisif en tant que gardien, quand tu es décisif sur une séance de penalty, tu gagnes quand même des points. Hein. Je veux dire, t'es seul face au tireur, c'est un jeu d'intox. Alors, moi, je dis toujours que c'est de moins en moins de la chance parce que les gardiens sont de mieux en mieux préparés avec les années à ces séances de pénaux pour l'habitude, on va dire, déjà l'entraînement, le plongeon, l'explosivité, puis surtout la préparation de l'adversaire avant le match et de savoir où tirent les tireurs. Mais c'est clair que Kobel, il a une très très grosse patte
Enfin, il a mis une énorme patte dans cette qualification, ce d'autant plus que sauf erreur, Akanji rate en premier. Sauf erreur. On est les premiers à rater, Non, il y a un forcément. Colombien qui a tiré Non, sur la barre au je l'avais début. Il y Le a dit. un premier Colombien qui a tiré Colombien sur a la tiré barre, sur la barre, ouais. mais voilà, Akanji a remis les deux équipes à égalité. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on pourrait se dire, ah ouais, ben, on a raté l'occasion de prendre les devants définitivement. On a peut-être les vieux démons de Mhm. l'Angleterre il y a 2 ans qui remontaient à la Ouais, même plus surface. hein, pour Manuel Akanji. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, Osvaldo, puisque tu le mentionnes déjà, mais Akanji a pris une décision très forte quand il s'est réveillé ce matin après le match. Tu as vu ce qu'il a annoncé à Non. l'ASF? Il a Il annoncé était qu'il ne revenu. retirerait plus de pénalty en équipe de Suisse. Mm. Et puis, je crois que honnêtement, personne ne lui en veut. Parce que D'accord. quand tu restes sur 3 échecs consécutifs, au bout d'un moment, ça peut te marquer. Et puis, tu l'avais dit avant, Colin, Manuel Akanji, il a fait un match de patron. Et puis, aller marquer les pénaltys décisifs à la fin, comme ça, c'est pas forcément ce qu'on lui demande à Akanji. Et je crois, Colin, c'est une décision très sage de Akanji. Et puis, mentalement, pour lui, c'est la meilleure chose à faire. Tout à fait, c'est la meilleure chose à faire. Moi, je voulais rebondir un peu sur aussi la séance de tir au but. On l'a vu, les tirs au but, c'est de loin pas une loterie et il y a beaucoup de choses qui peuvent te permettre de les gagner, notamment de tirer en premier. Alors là, c'est la Colombie qui a tiré en premier, mais il y a un point de vue très mental et entrer dans la tête de l'adversaire. Et on l'a vu, Davinson Sanchez, quand il s'avance pour tirer son deuxième penalty, il stresse. Ça se voit qu'il stresse et il met énormément de temps à tirer. Et tu vois qu'il stresse, et puis il met beaucoup, beaucoup de temps à tirer. Et la même chose pour Manuel Akanji. Akanji, il a attendu beaucoup trop de temps pour tirer et mentalement, ça l'a eu et du coup, il a tiré trop fort. On voit que c'est pas facile. Et d'un autre côté, Kobel, le raté de Sanchez, ça l'a mis en confiance. Et sur le tir de Campas, il Il est, passe il est pas quand même loin. dessus. Hein. Il l'arrête. Moi, j'ai cru qu'il l'avait arrêté, mais en fait, non, elle rentre, elle lui échappe des mains, malheureusement. Et Ouais. après, il sort cet arrêt sur Hernandez. Donc Kobel, vraiment très gros match de référence pour lui. Et puis cette séance de tir au but a montré qu'il est aussi à l'aise dans cet exercice-là. En plus, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas préparé grand-chose pour les tireurs colombiens. En général, ils ont quand même des gourdes, des sortes d'indications. Là, ils y sont vraiment allés au ressenti et j'ai trouvé que c'est assez bien passé. Et pour moi, je trouve que c'est le moment marquant de cette séance de tir au but, c'est vraiment l'arrêt de Kobel sur l'arrêt de Hernandez. Tout le monde a dit le penalty de Vargas, c'est incroyable, mais l'arrêt de Kobel, comment il s'élance, comment il l'arrête, franchement, c'est juste magnifique et c'est lui qui donne l'avantage. C'est un magnifique geste. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la décontraction et la maîtrise de Zeki Hamdouni, hein. Alors lui, il Ah n'a ouais, pas non. stressé, hein. Lui, il n'a pas stressé, vraiment. Non, alors là, franchement, c'est un penalty, c'est la grande, grande classe, quoi. Franchement, il arrive tranquille, course d'élan tranquille, il ouvre le plat du pied, contre-pied parfait. Franchement, c'est net, c'est propre, c'est sans bavure. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. C'est vraiment une exécution calme, olympienne, technique. Franchement, c'est masterclass. C'est vrai Ouais, que c'est le penalty de la séance, hein. ouais, tout à Ah fait, ouais, ouais. clairement. Et puis, on va saluer aussi Ruben Vargas, tireur décisif. Alors, c'est clair que tu as moins de pression quand tu dois marquer pour qualifier ton équipe, plutôt que tu dois pas louper pour ne pas éliminer ton équipe. Parce que au cas où Vargas ratait son penalty, la séance continuait, hein, c'était pas synonyme d'élimination pour la Suisse. Mais Ruben Vargas, ben, son passé de penalty avec la Suisse, pas facile non plus, hein. Il avait loupé un penalty contre l'Espagne en quart de finale de l'Euro 2021, du coup. Je sais plus s'il avait tiré contre l'Angleterre ou s'il était sorti, mais peu importe. Voilà, je pense que mentalement, ça devait le travailler un peu aussi. Mais Ruben Vargas, il a répondu vraiment présent. Et puis, il envoie la Suisse en quart de finale. Voilà, la Suisse qui passe un plafond de verre, hein. On avait utilisé ce terme-là après la qualification contre la France lors des huitièmes de finale de l'Euro, mais là, c'est un vrai plafond de verre en Coupe du Monde. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. En plus, là, il y avait un tour de plus à passer, hein, pour les quarts de finale, faut le répéter.
avec des matchs déjà compliqués potentiellement en 16e de finale. Donc voilà, mission plus qu'accomplie pour l'équipe de Suisse après un début poussif contre le Qatar. Mais on en vient à se demander si finalement notre équipe de Suisse, c'est pas ça. Si elle n'a pas besoin d'un match un peu compliqué pour se botter les fesses pour ensuite voilà, dévoiler tout son potentiel ou presque tout son potentiel et puis trouver la motivation au plus profond. En tout cas, la qualification, elle est méritée. Et puis pour être complètement fair play, si la Colombie s'était qualifiée, on aurait, je pense, aussi dit objectivement, après, une fois que la déception aurait été passée, qu'elle aurait été méritée aussi. Voilà, c'est un match qui aurait dû être un match de poule qui se termine par 0-0. Les deux équipes ne méritaient pas de l'emporter et puis ne méritaient pas de s'incliner non plus en soi. Donc voilà, mais pour une fois, on est très content. Ces matchs-là, ils tournent en notre faveur parce que des matchs qu'on a perdus alors qu'on n'aurait pas dû les perdre, eh bien, on en avait assez. Et puis d'être enfin du côté de l'équipe qui s'en sort et qui continue dans le tournoi, eh bien, ça fait plaisir. Voilà, je vous propose, messieurs, qu'on aborde la suite du tournoi pour la Suisse dans la dernière rubrique, la rubrique où on fait les pronostics, puisque on va détailler un peu à quoi on peut s'attendre à la Suisse lors de cette opposition. Voilà, on passe à la rubrique suivante. La rubrique suivante, c'est la zone mondiale. On va vous proposer, on vous rassure, hein, on va pas faire aussi long que pour le match de la Suisse, mais un petit tour de tous les huitièmes de finale qui ont été disputés. Cette fois, on peut le faire puisque la Suisse était la dernière équipe à disputer son huitième de finale. Enfin, la Suisse et la Colombie étaient les deux dernières équipes à disputer leur match. Donc, on va faire un petit retour en arrière de quelques jours, messieurs, et puis on va commencer par le premier huitième de finale, à savoir la qualification plus que logique du Maroc, Colin, même si elle a mis un peu de temps à se dessiner. Mais voilà, les Marocains qui ont mis fin au conte de fées des autres Canadiens. Victoire 3-0 au final. Le score est peut-être un poil lourd pour le Canada qui n'est pas non plus passé à côté de son match, mais qui est tombé sur une équipe tout simplement plus forte qu'eux. Tout à fait, qualification logique, hein. Le Maroc était clairement partant favori. Les Canadiens n'ont pas été déméritants, mais plusieurs joueurs marocains ont réussi à faire la différence. Et notamment Ounahi qui a mis un très beau doublé. Ounahi qui, si je ne me trompe pas, est entré en jeu. Qui est entré en jeu. Non, Ounahi qui était titulaire, pardon. Ounahi qui était titulaire. C'est Saïbari qui est sorti. Saïbari qui est sorti au bout de la 7e minute pour blessure. Mais une équipe du Maroc qui a réussi à assurer le jeu et à assurer une qualification claire pour des quarts de finale où ils vont retrouver la France une nouvelle fois. Oui, la France, effectivement, ils vont les retrouver puisque le huitième de finale suivant, c'était France-Paraguay. Alors, les Bleus ont tenu leur rang, Osvaldo, mais c'est peut-être le huitième de finale le plus controversé de cette Coupe du Monde avec ce qui s'est passé sur le terrain. Alors, on l'a évoqué avant, hein, la ligne de conduite pas claire de l'arbitre salvadorien. Mais alors, que dire de la ligne de conduite de l'arbitre ouzbek de ce match et de l'attitude des Paraguayens? Osvaldo, c'est du foot et de l'arbitrage qu'on n'a pas envie de voir, honnêtement. Non, on n'a pas envie de voir, mais on n'a pas envie de le voir dans un monde idéal. Maintenant, moi, je suis quand même enfin, pour essayer de dédramatiser un petit peu, je me dis que plus tu agrandis ces compétitions, plus tu risques déjà d'avoir des équipes qui y arrivent sans avoir des qualités dans le jeu qui soient extraordinaires. Et dans ces cas-là, il y a deux options. Soit tu joues défensif sans mettre de coups, soit tu joues défensif en y rajoutant les coups. Et de ce point de vue-là, moi, c'est principalement ce que je peux critiquer de l'arbitrage quand ça arrive, c'est finalement l'oubli du rôle dans l'action spécifique de fixer une limite dans le match. Moi, je suis à peu près persuadé que si le premier carton, la première vraie remontrance verbale arrive au moment du premier coup que reçoit Mbappé dans le coup,
Je pense que les Paraguayens se calment très très vite. Le Non, mais voilà, problème, ce carton-là, pour moi, Osvaldo, il doit pas être jaune. Celui-là, il doit être rouge direct. il doit déjà être rouge. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu mets une limite tout de suite dans le match, si immédiatement tu la mets, est-ce que tu as les Paraguayens qui continuent? Moi, c'est un peu ça le truc. C'est que je me rends bien compte que c'est honteux et que c'est pas à avoir dans une Coupe du Monde. Mais moi, personnellement, si je fais partie de la petite équipe qui affronte la France, que je vois que le premier coup il passe, que le deuxième il passe, Mm. que le troisième, ça va m'encourager à continuer. Oui. Et ça, je suis désolé, mais c'est du rôle de l'homme qui est au centre d'utiliser les cartons qu'il y a dans la poche, pas pour faire des dessins au stylo à la fin du match et puis des solitaires ou je sais pas trop quoi, mais pour les sortir à la face de ces joueurs-là, à la figure de ces joueurs-là. Et qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, une coupe du Monde qui passe de 32 à 48, c'est une Coupe du Monde qui fait 50% de plus de participants. Dans ces 50%, il y a des équipes, des petites équipes qui arrivent avec des projets de jeu ambitieux et romantiques, comme on a pu voir le Cap-Vert. Et puis, il y a le Paraguay. Mais le Paraguay, je veux dire, si tu vas écouter les interviews d'après-match des joueurs français à la fin du match, les Bleus te disent, Didier Deschamps, ça fait 3 jours qu'il nous prépare à ce match-là. Ça fait 3 jours qu'il nous dit que les mecs, ils vont arriver, ils vont nous mettre des coups, ils vont nous provoquer. Donc, ma foi, c'est désolant pour nous, spectateurs, parce qu'on n'aime pas voir ça. Mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu, en plus du dégoût, il y a eu une espèce de surprise de se dire, ah ouais, mais ils ont fait ça. En comparant le match des Paraguayens au match contre l'Allemagne, en sachant que l'Allemagne aujourd'hui n'a pas les mêmes armes que les Bleus. Mm. Donc tu n'as pas besoin de sortir ce genre de choses pour tenter de les éliminer. La France, tu sais qu'avec les individualités qu'ils ont, bah, quand tu es une équipe d'un certain niveau, la seule chose que, entre guillemets, tu peux proposer, c'est très triste de dire ça, mais la Mm. seule chose que tu peux, entre guillemets, proposer à un certain niveau, c'est de la provoque, c'est de jouer sale, c'est de jouer regroupé et c'est de le jouer sur la provoque. Mhm. Et là, les Bleus ont eu le mérite de garder leur sang-froid, ils sont passés à 1-0 sur penalty. Un Mais penalty qui, soit dit en passant, est indiscutable, hein, contrairement à ce que indiscutable. les Mais c'est Paraguayens ont dit. Pour moi, il y a plusieurs choses. La première, je pense que le Paraguay, quand il rentre sur le terrain contre la France, il rentre pas du tout avec le même état d'esprit que quand il rentre sur le terrain contre l'Allemagne. Il rentre avec le même plan de jeu, mais pas avec le même état d'esprit. Pour ça, il faut repartir quelques mois en arrière. Une déclaration, c'est peut-être pas la plus intelligente qu'il ait faite, hein, Kylian Mbappé, mais quand il déclare que le niveau du foot sud-américain est en retard par rapport au foot ouais, européen. Là, il s'est mis très clairement l'Argentine à dos, mais il s'est mis toute l'Amérique du Sud à dos. Et ça, les Paraguayens, ils y pensent à ça quand ils rentrent sur le terrain. Et il y avait effectivement cette volonté de venir provoquer par les fautes sur le terrain, aussi par le verbal, le fait d'aller intimider l'arbitre et tout ça. Et ça, pour moi, c'est pas correct et ça doit être sanctionné beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. C'est évident que le Paraguay n'allait pas rentrer avec un plan de jeu offensif pour prendre les Bleus à la gorge. Ils n'ont pas les armes pour ça. C'est pas comme ça qu'ils allaient pouvoir éventuellement sortir l'équipe de France. Mais je suis allé regarder les statistiques de Espagne-Cap-Vert. Hein. Espagne-Cap-Vert, où là aussi, on a assisté à une attaque totale d'un côté et à une défense totale de l'autre. 74% de possession côté espagnol à 26, 764 passes à 275 pour le Cap-Vert, une domination totale de pour l'Espagne, l'Espagne. un Cap-Vert extrêmement recroquevillé. Messieurs, sans regarder la stat, vous savez combien le Cap-Vert a fait de fautes sur ce match, des fautes sanctionnées. Et ce match n'a pas du tout été signalé comme un match haché avec beaucoup de fautes, avec beaucoup d'agressivité, avec un excès d'engagement. Les statistiques ont recensé une faute capverdienne. Une. Donc, défendre et être agressif, c'est pas du tout la même chose. Et moi, ce que je condamne, c'est pas le plan de jeu des Paraguayens, c'est leur attitude. Et du coup, ce que je condamne, c'est derrière la réponse de l'arbitre qui ne doit pas cautionner ça. Il doit expulser notre ami Galarza, qui lui, alors il avait totem d'impunité, hein, pour reprendre
les expressions de koh il a pu faire ce qu'il voulait pendant tout le match, il a pu faire des fautes, il a pu parler à l'arbitre, il a pu provoquer verbalement les Français, il a pu simuler, des fautes ridicules. Il a pas du tout été sanctionné. Galarza, il aurait dû prendre, au moins 2 reprises un carton rouge sur, sur cette action ou en tout cas un carton rouge et plusieurs jaunes qui auraient fait qu'au final, il aurait pris des cartons jaunes. Donc voilà, ce qui s'est passé sur le terrain, plus tout ce qui s'est passé encore après entre une députée paraguayenne et Kylian Mbappé, ça on va pas en parler plus que ça. Mais Colin, Varane, les Paraguayens n'ont pas du tout fait honneur au football, mais surtout à l'esprit sportif du football sur ce match. Moi, juste aussi, je saluerais juste l'attitude des Français qui se sont pas énervés, qui sont restés dans leur match, et notamment Mbappé, qui était la principale cible des attaques paraguayennes, qui a préféré se moquer d'eux et puis rigoler plutôt que rentrer dans leur jeu. Ce qui C'était les a clairement énervés encore plus, mais ce qui les a énervés encore plus, mais c'était la meilleure chose à faire, à part ça, rage bait, ça marche toujours. Et, ouais. honnêtement, on comprend qu'à la fin, ils ne veulent pas serrer la main du gardien, quoi. Vu le match qu'ils lui ont livré, vu comment c'était horrible, le nombre de fautes, c'est pas possible, quoi. Franchement, c'est pas possible. Donc, heureusement que la France est passée et que ce Paraguay-là n'a pas pris, aurait dû prendre plus cher, normalement. Mais bon. Oui. Mais c'est juste au petit rêve historique. Mais moi, pour avoir. Enfin, évidemment, j'étais trop petit pour suivre cette Coupe du Monde, mais je l'ai vu à travers le superbe documentaire qui avait été fait sur la victoire des Bleus en 98. Alors, vous allez me dire, c'est qu'un seul joueur, c'est pas comparable. Mais je veux dire, le fameux gardien Chilavert, quand on regarde le match qu'il fait à Lens et puis l'attitude qu'il a envers les Français, c'est chaque prise de balle, c'est de la provoque. Et Djorkaeff dit, à un moment donné, tout ce que j'ai voulu faire, c'était lui balancer des insultes en espagnol dont je connaissais même pas la signification, mais juste pour essayer de le faire tomber de son piédestal. Et c'est quelque chose qui, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait une découverte de ces équipes sud-américaines bas de gamme. Je veux dire, si tu enlèves le Brésil et l'Argentine, et même l'Argentine fait ça, donc c'est pour dire, hein, c'est pas une arme spécifique aux équipes bas de gamme sud-américaines, ça arrive aussi chez certaines équipes haut de gamme. Vinicius Junior aussi, c'est un joueur qui, dans son attitude sur le terrain, est insupportable. Mais c'est quelque chose qui, enfin, encore une fois, Tu l'as trouvé insupportable pendant ce mondial? Parce que moi, j'ai pas non, mais d'exemple. On va y venir Mais après. voilà. Si, on va éviter de trop s'écarter du sujet. On Non, mais parle de France-Paraguay, là. Oui, non, mais 90% de la saison, il est comme ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose, encore une fois, moi, j'ai eu l'impression que dans le dégoût général, il y a eu la part de surprise, alors que moi, ben, je m'attendais en fait à une équipe, à ce genre d'équipe, à force d'avancer dans la compète, qu'elle joue de plus en plus pupute. Pour moi, il n'y a pas eu un effet de surprise. Il y a eu un effet d'escalade. Il y a eu un effet d'escalade. On n'avait Ouais. jamais atteint à ce niveau-là, je pense, un niveau de vice de la part d'une équipe. Et puis, c'est encore plus choquant que c'est pas sanctionné derrière. C'est vraiment, pour moi, l'addition. Varane, tu es d'accord avec moi, on en a beaucoup parlé ensemble. C'est vraiment l'addition de ces 2 facteurs qui fait que ce match est honteux. Il est honteux de la part Oui, du oui. Paraguayen et de l'arbitre. Oui, puis que surtout, c'est que à la limite, le trash talk, l'intimidation, ça fait partie du show. Et puis c'est comme le sel, si on a un petit peu dans un plat, c'est bon. Là, le problème, c'est que les mecs, ils ont mis la salière avec, quoi. C'était clairement trop. Et puis surtout, c'est que c'était vraiment une chasse à l'homme. C'était honteux parce que au bout d'un certain temps, tu dois jouer au foot, tu vas mettre un petit peu de sauce, donc un peu de trash talk. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y avait plus de foot et il n'y avait que ça. Moi, personnellement, je conçois que le Paraguay va pas jouer un foot total version Cruyff, je comprends bien. Mais là, à aucun moment, ils ont essayé de jouer au foot. C'était de la destruction de la première à la dernière seconde. Et l'arbitre a été scandaleux. C'est un arbitre de périphérie qui n'a rien à faire dans une Coupe du Monde. Et je pense que même le tournoi de son quartier ne peut pas l'arbitrer. C'est un scandale. Ça, on est complètement d'accord. Et en plus, le pire, c'est que nos amis paraguayens, qui étaient plus proches d'un cartel latino pendant ce match, ont eu 0 carton jaune pour l'ensemble de leur œuvre.
Et C'est à la ça. fin, c'est les Français qui en ont 3. Mais je sais pas si on se rend compte. Et ils se plaignent encore que le penalty, Ils l'arbitre se était plaignent pour la encore. France parce qu'il a sifflé penalty. Et Alors ils que le se plaignent penalty est encore. clair. Et c'est ça qui en fait honteux. Et moi, je pense quand même que le Paraguay avait autre chose à nous proposer qu'une espèce de vieille équipe d'Amérique latine années 60 où j'avais l'impression de revoir le Chili 62. Alors, je l'ai pas vécu, mais quand on voit les images, c'est ça. Ou de voir l'Argentine 74 avec Villeda. Non, mais franchement, c'était horrible. C'est 78. horrible. Mm. Ouais, 78. Parce que ce que je veux dire, la Colombie l'ont fait, mais moi j'ai vu du foot. Malgré qu'il y ait notre ami tout d'un coup de Mina qui au fait arrive et puis il fait le cirque. Mais j'ai quand même vu du foot. Mais là, j'ai pas vu du foot, Mm. sérieusement. Mm. À Non, aucun très clairement. moment. Galarza, honteux. Puis d'ailleurs, pour Ouais. la petite anecdote, Strasbourg serait dessus. Donc moi, je me réjouis de voir s'il va là-bas, comment il sera accueilli. Velasquez, scandaleux. Caceres, scandaleux. Non, mais franchement, Mm. Bon, franchement, ils non. étaient, à part le gardien Guil, je pense qu'ils ont été tous à peu près scandaleux. Voilà. On va avancer. On pourrait parler presque aussi long que le match de la Suisse. Huitième de finale suivant, c'était sur le papier une des plus belles oppositions. C'était celle entre le Brésil et la Norvège. On va dire, Colin, le Brésil a laissé passer sa chance. Les Norvégiens ont laissé passer l'orage. Puis ils se sont montrés cliniques ensuite. Clairement, le Brésil a clairement laissé passer sa chance avec ce premier penalty raté en début de match par Guimarães. Et puis ensuite, ce 1v1 d'Hendrick qui malheureusement n'arrive pas au bout. Et on a vu aussi je trouvais un coaching de Carlo Ancelotti dépassé sur la fin du match, qui a fait des choix qui étaient pas logiques. Et tout ça s'est traduit par un 2-0 qui aurait dû être clair. Bon, il y a eu ce penalty à la fin, mais 2-0 clair avec un Erling Haaland en feu et qui met un deuxième but incroyable, qui met une super frappe et une équipe norvégienne qui est beaucoup plus sérieuse dans sa manière de jouer, qui a un plan précis, qui sait comment ils vont jouer, qui a une très bonne génération, qu'ils ont développé depuis une vingtaine d'années. Hein. C'est des joueurs qui se connaissent un peu tous. Et c'est pour ça que ça a marché contre le Brésil, qui était complètement dépassé, puis qui à la fin fait des changements qu'on ne comprend pas avec une entrée de Neymar pour changer le cours du jeu, qui était complètement, désolé, à la ramasse. Hein, Ouais, il a pour marqué le but sévère quand même. il a marqué le penalty, ouais, mais bon, voilà, quoi, c'est un penalty. Et puis après, il va fêter. Non, mais il va fêter alors qu'ils sont menés 2-1, c'est la centième minute. Tu penses vraiment qu'ils vont remonter, mais bref. Donc, non, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. À noter il y a quand même eu des bons matchs. On parlait de Vinicius. C'est quand même, je trouve que c'est au niveau du Brésil, c'est lui qui fait la meilleure Coupe du Monde au milieu de son équipe. Hein. Ouais, C'est clairement le meilleur joueur. Donc, voilà. ouais. Moi, j'ai juste une petite truc parce que tu dis il va fêter. Quand tu dis Neymar, il va pas fêter. Il va provoquer et il va faire le cahier de quartier des favelas. Ouais, Moi, exactement, moi, c'est moi, ça. moi, moi, je Bon, suis Dylan, sur vraiment. ce coup, il a fait un match énorme, mais il a aussi joué un peu l'intox. Hein. On ne sait Mais pas moi, qui provoque, qui réagit. Enfin, tu vois, c'est la cour de récré, là, Dylan Neymar. Franchement, il faut le dire. Ouais, ouais. moi, je suis absolument effaré, mais effaré par la dernière image que ce joueur a donnée dans une grosse compète internationale. Encore une fois, moi, je veux dire, quand il y a 13 ans, je commence à le voir avec le Brésil, je me dis, les prédispositions techniques sont là, tu vois. Tu as vraiment de quoi faire. Après, on sait très bien comment dans ce pays, les grandes stars, par moment, peuvent tourner, parce que c'est pas le premier qui tourne mal. Mais moi, je veux dire, quand tu as vécu une carrière comme celle-là, comme tu es passé par des phases où la Coupe du Monde au Brésil, quand il se blesse, c'est sorti en gros que sa blessure au dos, il était à deux doigts de ne pas pouvoir remarcher, pas recourir, pas rejouer, remarcher. Il a failli se retrouver dans une chaise roulante à vie, ce mec. La vie t'offre une deuxième, une troisième, une quatrième chance. La vie t'offre un coach qui t'offre une opportunité encore à ton âge, dans ton état physique, d'aller faire une dernière Coupe du Monde avec ton équipe. En plus de ça, d'après ce que j'ai compris, préparation du début de la préparation du Brésil, il part à Vegas au casino. Enfin bref, le mec incontrôlable jusqu'au bout. Il arrive comme ça, il rentre un quart d'heure. À un moment donné où tu peux peut-être, si t'es enfant, tu peux aussi retourner le match. Et la dernière chose, c'est quoi? C'est un pauvre penalty à 10 secondes de la fin où tu trouves rien de mieux que d'aller provoquer le gardien adverse pour faire quoi ensuite?
te poser, t'asseoir sur le gazon et pleurer comme un gamin de 10 ans. C'est honteux. Moi, sincèrement, tu vois, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de l'attitude des Paraguayens, des Argentins, mais je veux dire, Neymar, ça fait partie des joueurs qui ont fait rêver des gamins et qui ont fait démarrer, enfin, qui ont fait aimer le foot aux gamins, comme on a pu avoir avec d'autres grandes légendes. Et au niveau de l'image, c'est honteux. Parce qu'on parle beaucoup toujours des mêmes Sud-Américains. Là, pour le coup, Neymar a donné juste en 5 secondes une image absolument déplorable de sa personne. Et sincèrement, c'est vraiment dommage pour lui parce que avec le talent qu'il a, il avait autre chose à proposer, mais il a décidé de faire le cahier des favelas jusqu'au bout. Ouais. Alors, pour l'équipe de Norvège, hein, finalement, dans le foot, l'adage dit que quand une équipe n'arrive pas à marquer et tuer le match, elle se fait punir derrière. Les Norvégiens ont été cliniques avec un gros match, on va dire, des deux extrémités, hein. D'un côté, le gardien Nyland et Haaland, qui sont sans contestation possible, Varane, les deux hommes du match côté norvégien. Oui, et puis j'aimerais aussi peut-être parler d'un joueur qui est pas très très spectaculaire, mais qui m'avait déjà tiré l'œil quand je l'avais vu avec Bodo Glimt. C'est Patrick Berg, qui est un joueur qui paye pas forcément de mine. C'est pas un joueur très très flashy, mais moi, il m'a bluffé quoi. Chaque fois que je l'ai vu jouer, il a une intelligence de jeu, il a une science du jeu, il est toujours calme. Euh, quand il construit, c'est chaque fois juste. C'est lui qui dicte le tempo. Et franchement, c'est un joueur qui a une carrière. Il est parti à Lens, mais il a floppé. Il est retourné en Suède à Bodo Glimt. Et franchement, si j'étais un Norvège. club, ouais, en Norvège, à Bodo. Et franchement, si j'étais un club européen, je me pencherais dessus parce que c'est vraiment un joueur d'une intelligence rare. Et au milieu, là, il a vraiment masterisé, quoi. Et l'air de rien, mais j'ai trouvé qu'il était fantastique. Oui, Voilà. opposition suivante, ben, c'était un match de tous les dangers, hein, pour les Anglais, les Three Lions qui allaient jouer leur qualification au Mexique face à une des équipes organisatrices du tournoi, la Tri. Et puis les Anglais qui s'étaient pas montrés très convaincants lors de leur phase de poule, qui s'étaient pas montrés très convaincants lors de leur 16e de finale. Là, Colin, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux, c'était une prestation beaucoup plus aboutie. Et puis surtout, on a vu deux joueurs qui sortent du lot, on le dit depuis toujours, hein, mais cette Angleterre, elle est quand même portée surtout au milieu de terrain par un Jude Bellingham qui est énorme depuis le début de cette Coupe du Monde, qui a peut-être eu un match de moins bien face au Ghana, mais qui est vraiment énorme et qui là claque un doublé. Et un Harry Kane qui met quand même son but sur penalty, si je dis pas n'importe quoi. Et les Anglais se sont pas fait piéger par l'altitude. C'est ce qui a fait parler l'altitude de l'Estadio Azteca, plus de 2000 mètres d'altitude. On a même demandé à Tuchel s'ils n'allaient pas prendre du Viagra pour résister à cette altitude. Mais les Anglais ont tenu à dragée haute au Mexique et ont réussi à s'imposer. Oui, effectivement, une victoire logique des Anglais. Et puis, le huitième de finale suivant, bah, c'était une opposition qu'on aurait pu s'attendre à voir plus tard dans le tournoi. Demi-finale, finale, voire un quart de finale au maximum. Mais finalement, il est arrivé en huitième. Alors, je dirais qu'après, donc c'était le match entre le Portugal et l'Espagne. Bahram, après le Suisse-Colombie, on a eu le huitième de finale le plus fermé, hein, quand même. Assez peu d'actions extrêmement emballantes. Et finalement, c'est les détails, c'est un petit détail qui a fait tourner ce match en faveur de l'Espagne. Ouais, bah c'est vrai que grosse déception parce que c'est quand même deux belles nations du foot, de grosses nations du foot, en plus avec des joueurs, c'est quand même deux équipes de ballon. Et c'est vrai que ça a été une déception horrible, quoi. Horrible. C'était un match très fermé. Et surtout, moi, c'est les Portugais qui m'ont vraiment déçu. L'Espagne avait essayé de faire son jeu, mais ils n'ont pas réussi. Mais moi, ce que je trouve terrible, c'est l'équipe du Portugal avec des joueurs comme ça, proposer ce qu'ils ont proposé, c'est vraiment très très triste. Franchement, quand je vois ce que Vitinha propose avec le PSG, où c'est un régal, franchement, il a été fantomatique. João Neves aussi. Enfin, le Portugal, c'est une équipe que j'estime énormément. J'aime beaucoup beaucoup les joueurs portugais, mais
franchement, ce qu'ils ont montré depuis le début de cette compète, c'est d'une pauvreté affligeante et les Portugais ne méritent pas ça parce que c'est un très beau pays de foot. Et franchement, j'ai été tellement déçu de ce qu'ils ont proposé. C'est vraiment triste. Mhm. Si je peux juste, parce que c'est évidemment que le Portugal avait moyen de proposer autre chose. Maintenant, là, dans ce que tu finis par proposer, la responsabilité pour le coup de son sélectionneur est quand même sacrément, sacrément engagée, dans le sens où il a fait des choix. Il aurait pu sincèrement partir. Lui, il aurait pu partir complètement aux États-Unis sans sa star. Et je pense pas que le jeu du Portugal en aurait pâti, bien au contraire. Et finalement, je les ai pas souvent vus jouer les Portugais, parce que ça jouait souvent tard dans la nuit. Mais là, tu vois quand même contre l'Espagne qu'un Gonzalo Ramos, alors que c'est un super sub magnifique avec Paris, pas forcément efficace en tant que titulaire, mais en tant que super sub reste tout le match sur le banc. Que Cristiano Ronaldo joue les 90 minutes. Et puis que tu as un jeu complètement cristallisé avec une équipe qui, encore une fois, j'avais l'impression qu'elle jouait à un joueur de moins. Après, pour le côté spectacle de ce match, faut quand même aussi se dire, oui, l'Espagne et le Portugal sont chacune de leur côté deux équipes qui ont la possibilité de nous montrer un jeu magnifique. Maintenant, si on prend malheureusement l'historique de ces derbys ibériques, à une exception près qui avait été le 3 partout en Russie, mais si tu vas voir, c'est des 1-0 pour l'un, 1-0 pour l'autre, tout le temps. Ouais, Dans c'est le des matchs là, 21e oui, c'est siècle, des équipes qui se connaissent par cœur. c'est les équipes qui se connaissent par cœur. Tu prends 2010 en Afrique du Sud, il y avait eu 1-0 pour l'Espagne. 2004 à l'Euro au Portugal, il y avait eu 1-0 pour le Portugal. Et là, il y a eu 1-0 pour l'Espagne. C'est pas des matchs. Et je crois que la finale de Ligue des Nations aussi, la saison passée, n'était pas d'un très très haut niveau non plus. Donc, moi, je pense que sincèrement, les Portugais gagneraient beaucoup à essayer d'avoir un gars du pays qui essaye de faire au mieux avec les joueurs qu'ils ont, en sachant qu'aujourd'hui, ils ont largement les joueurs pour se passer de leur numéro 7 et pour se passer d'une présence qui de plus en plus devient absolument écrasante et presque bridante pour cette équipe. Parce que Alors, honnêtement, ils faisaient peine à voir l'autre soir, je trouve. je suis pas d'accord avec toi, Mathéo, parce que moi j'ai vu les matchs du Portugal. J'ai quand même suivi pas mal le Portugal sur cette Coupe du Monde. Ronaldo, c'est pas le pire joueur de l'équipe, hein. Sur tout le tournoi, franchement, tu peux t'en remettre plus à Bruno Fernandes ou à Vitinha qui ont vraiment eu des matchs horribles, les deux, notamment Bruno Fernandes, hein, meilleur passeur de Première Ligue, recordman et tout. Pas une seule passe D face à l'Ouzbékistan. Et franchement, il était inexistant. Et ça, je pense que c'est pas que dû à son jeu, mais c'est aussi dû à Roberto Martinez et les choix qu'il fait. Ronaldo, il est là, il a 41 ans, c'est un numéro 9. On lui demande d'être un numéro 9 de surface. Il fait les courses, hein, et je ne sais pas si vous avez vu, mais sur plusieurs matchs du Portugal, il libère de l'espace dans la défense. Vitinha, il a juste à faire une passe devant. Non, passe en retrait. Bruno Fernandes, passe en retrait. Toujours passe en retrait. Ils n'osaient jamais passer en avant. Et c'est pour ça que face à la Croatie, ils ont galéré face à Kovacic et Modric qui ont plus de 35 ans. Et le problème du Portugal, il était là, c'est que niveau animation, il n'y avait rien. Et dès que ça voulait, et on l'a vu, même quand ils étaient acculés face à l'Espagne et qu'il leur restait genre 5 minutes à jouer, ça passait tout le temps derrière. Ça osait jamais passer devant. Et le seul qui osait créer le jeu dans le Portugal, c'était Nuno Mendes, qui malheureusement est sorti sur blessure. Donc c'est vraiment compliqué. Et moi, je pense que tu peux pas te passer de Ronaldo, mais tu peux te passer de certains choix que tu as fait. Le fait de faire jouer Joao Félix sur l'aile alors qu'il n'a aucune vitesse et que c'est ce qu'il fallait pour le Portugal face à la défense espagnole, c'est un problème. Et justement, le Joao Félix, tu peux le mettre en 10, mais tu ne le mets pas en ailier. Tu as un Rafael Leao qui a fait un super match face à la Croatie, tu ne le fais pas jouer alors qu'il peut te prendre la vitesse, qu'il peut te faire les courses qu'il faut pour créer ce jeu. Et les choix de Roberto Martinez ont été totalement illogiques et c'est ce qui a pénalisé le Portugal. Après, ils ont bien tenu tout le match. Et malheureusement, l'erreur arrive sur une erreur défensive parce que encore une fois, la défense aussi était un peu aux fraises suite aux consignes de Roberto Martinez. Et ce but arrive par chance pour l'Espagne, mais franchement, ça s'est joué à pas grand-chose. C'est des matchs où les deux équipes se connaissent, comme vous l'avez dit, et c'est compliqué. C'est compliqué.
Mmh. Moi, je Ouais. demande juste pourquoi un joueur de cet âge-là continue à jouer 90 minutes complètes du match quand t'as un Parce super que sub qui est plus jeune. Mais après, Parce c'est que pas le seul Gonzalo Ramos, choix. il n'est pas en confiance. Gonzalo Ramos, il a Mmh. pas fait une saison superbe au Paris Saint-Germain. Tu peux pas dire le contraire. Et ils ont ce problème de numéro 9. Romain Molina, il en parlait. Il disait que depuis la mort de Diego Jota, ils n'ont pas non plus 15 000 choix au poste de numéro 9. Et Ronaldo, c'est le capitaine, c'est le joueur qui a toujours été là. Donc c'est logique qu'il soit titulaire. Mmh. Et là, il avait un rôle précis. Il a respecté son rôle précis. Franchement, tu peux pas remettre la faute que sur ce gars-là. Si Non, les je la mets ballons pas ne lui que sur ce arrivent gars-là. pas. Ouais. Je la mets pas que Il y sur ce a, gars-là. Je dis que c'est une erreur de gestion Oui, oui, générale de oui. Roberto Martinez et que la trop Alors le grande fait de place pas. laissée à Ronaldo fait partie des erreurs que Roberto Martinez a fait durant le tournoi. Oui, oui. mais C'est juste. le problème avec Martinez, c'est que on va pas se le cacher. Je veux dire, les gens dans le milieu le savent très bien. C'est comme un Rudy Garcia. Le mec, quand il te fait l'entretien d'embauche, tu as l'impression que tu as engagé d'un pur sang arabe. Quand il est sur le banc, ben, tu t'es rendu compte que c'est un âne, quoi. Donc voilà, donc c'est un mec qui se vend bien, c'est un vendeur d'aspirateurs, mais le mec, il est catastrophique. Je veux dire, le premier match, le mec, il arrive à te ressortir Bernardo Silva, 33 ans, qui est plus ailier depuis 10 ans, et le mec, il te le fait jouer ailier, quoi. Mm. Donc, et d'après ce qui se dit aussi, c'est qu'apparemment, dans le groupe, il y avait une cassure entre lui et le groupe. Il faisait des choix où tout le monde, à l'entraînement, était hyper sceptique, il y a eu un problème, et puis le cas Ronaldo est devenu un problème parce que Martinez l'a hyper mal géré. Parce qu'en fait, le problème qu'on a certaines fois avec certains grands champions, c'est qu'on n'ose pas mettre les cartes sur la table. Et des fois, c'est ce qu'il faut faire. Et là, le gros problème, c'est que Martinez n'a pas été clair avec lui et avec le reste du groupe. Et des fois, il faut avoir un peu de courage et puis de dire les choses. Puis des fois, de dire les choses, même si on pense que ça passe pas, bah des fois, ça passe mieux. Parce que quand tu ne dis rien, tu crées une tension, tu crées une bulle, et un jour, la bulle, elle pète. Et le problème, c'est que là, tu aurais dû avoir un mec qui est psychologue, un mec hyper intelligent, mais force est de constater que ce Roberto Martinez, partout où c'est qu'il est passé, ça a fait plouch. Et tu te Donc, demandes comment il a fait la demi-finale avec la Belgique en 2018, hein, honnêtement. Tu te demandes mais c'est comment. ça, mais Tu c'est te ça, parce demandes que comment, hein, parce que c'est la meilleure campagne de la génération hasard, c'est avec Roberto Martinez, hein. Et tu te Mmh. clairement, demandes comment il a On fait, va, hein. on va enchaîner peut-être, mais si on pourrait parler ouais, pendant des heures hein, de ce match, on va éviter de perdre nos auditeurs et et nos spectateurs. Le sixième dans l'ordre chronologique huitième de finale. Alors, le contexte de ce match, on en parlera après dans la zone libre. Mais on va se concentrer vraiment sur le sportif de ce USA-Belgique. Colin, une victoire totalement logique de l'équipe de Belgique qui a littéralement surclassé l'équipe américaine. Ils étaient sans doute motivés, surmotivés par les événements qu'on va évoquer après. Mais si on se contente uniquement du terrain, les Belges ont monté en puissance et puis ils ont livré plus que la marchandise, comme on dit. Tout à fait, top match la Belgique qui, dès le début du match, a fait une très bonne entame de match avec un Charles de Ketelaere qui s'est enfin trouvé un match de référence en tant que numéro 9 de la Belgique à ce poste et des Belges surdéterminés qui voulaient absolument passer face aux États-Unis après effectivement ces décisions politiques. Franchement, une équipe de Belgique qui a dominé le jeu face aux États-Unis malgré le fait qu'ils aient pris une égalisation. Mais ça a très bien marché sur le papier et puis ça a fini sur un 4-1 magnifique de Lukaku. Ouais, effectivement. Et puis septième, huitième de finale et le dernier qu'on va aborder, puisque le huitième c'était celui de la Suisse, c'est la victoire renversante de l'Albi Céleste, de l'équipe d'Argentine face au pharaon d'Égypte, Varane, dans un match complètement fou et qui est parti un peu dans l'irréel quand même. ouais, bah disons que ça a été un scénario. Alors là, pour le coup, on s'est pas ennuyé, hein, on n'a pas dû lutter contre la fatigue, mais l'ennui. Donc ouais, il y a eu des buts, il y a eu un twist final, voilà, renversant. Donc on a vu des buts. Maintenant, on va peut-être parler un peu de l'Argentine parce que c'est notre futur adversaire. Donc ça fait quand même plusieurs matchs qu'on voit les Argentins qui physiquement sont un peu limites. D'ailleurs, même Omar
Da Fonseca en parle. La préparation physique est un peu limite. Et puis, malgré le fait que les Argentins aient quand même un tableau très, très, très ouvert, pour ne pas dire plus, c'est pas la méga sérénité, hein. Donc, moi, je trouve ils sont prenables. Et en plus, le fait que on va jouer contre une équipe qui est largement favori, je pense que ça va nous aider parce que la Suisse est la plus dangereuse et la plus forte justement quand elle est dans ces batailles qui semblent complètement déséquilibrées. Et ça va être intéressant. Ça va être hyper intéressant parce que je les trouve pas si sereins que ça. Et physiquement, je les trouve un peu sur les genoux. Ouais. Donc, Alors, on lui demande de parler du match et puis il pronostique le match suivant, du coup. non, non, je Non, pronostique mais pas. Non, Je dis juste, on va aussi ça peut être intéressant. on va aussi faire honneur au pharaon d'Égypte. Moi, le premier, je pense que vous étiez aussi un peu partisan de ça. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils mettent en difficulté l'Argentine. Et puis, ils ont livré un match extrêmement solide. Malheureusement, ben, ils n'ont pas résisté à la furia argentine en fin de match, Osvaldo. Mais voilà, pendant 80 minutes ou presque, c'était eux les patrons sur le terrain. ah, mais ils ont livré un match absolument héroïque, tout en sachant que voilà quoi, l'Égypte a eu l'habitude historiquement de trôner sur son continent, mais dès que ça devait aller à la Coupe du Monde, même avec les campagnes récemment disputées avec Mohamed Salah, ça n'a pas forcément suivi, même dans des groupes qu'on pouvait imaginer faciles au départ, ou en tout cas pas si compliqués. Donc non, ils ont vraiment livré une prestation de malade pendant 80 minutes, en exploitant au maximum les faiblesses argentines, en les prenant en contre-attaque et sur les coups de pied arrêtés. Et c'est une prestation de grande, grande classe jusqu'aux 10 dernières minutes. Moi, je pense que, effectivement, pour parler un peu plus spécifiquement du match, c'est clair que l'Argentine, physiquement, donne l'impression d'être sur les genoux. Maintenant, au niveau mental, quand on sait que c'est quand même, ils ont quand même, enfin, ils sont champions du monde en titre, faut pas non plus sous-estimer, et on a souvent vu ça avec avec une certaine équipe qui est adepte de gagner la Ligue des Champions. Faut pas non plus sous-estimer à chaque fois le boost mental que te donne une qualification après l'autre dans ces circonstances-là. C'est qu'honnêtement, à un moment donné, tu peux aussi, même en étant un peu physiquement sur les rotules, tu peux te dire, ouais, mais mentalement, on trouvera toujours les ressources pour. Et ça, je pense que ce sera un niveau supérieur mentalement pour la Suisse de devoir gérer. Et que si tu as résisté à la Colombie, je pense que voilà quoi, il va falloir résister à une Furia supplémentaire. Et encore une fois, je pense que nos joueurs clés, on pourra difficilement s'en passer durant ce quart de finale. Parce qu'on va avoir affaire à des joueurs qui vont vouloir offrir la meilleure sortie possible à Messi en Coupe du Monde. Et qu'à un moment donné, je vais pas dire quand tu fais deux miracles, tu en fais forcément un troisième, mais mentalement et psychologiquement, faut pas sous-estimer le boost que ça donne à une équipe qui se sort deux fois contre le Cap-Vert et contre l'Égypte d'un tel traquenard. Surtout que Mm. là, en l'occurrence, ils sont même pas allés en prolongue, ils ont retourné le score en 10 minutes, hein. Donc, faut pas sous-estimer ça du tout, et faut pas se tromper de combat non plus par rapport à ce que dégage l'Argentine depuis quelques années. C'est-à-dire rester concentré sur ce qu'on peut maîtriser nous, et Mm. pas les éléments extérieurs. Parce que ça, c'est la meilleure manière de sortir de son match. Ouais, effectivement, on va aussi peut-être se reposer sur la peut-être plus grande capacité qu'aura la Suisse de très bien défendre surtout le match par rapport à l'équipe, aux équipes capverdiennes et égyptiennes, hein. Sans faire offense à ces deux équipes, on a quand même plus de références au niveau défensif. Mais voilà, je garde aussi la suite de l'analyse pour la dernière rubrique. Voilà, mais si on a fait le tour de la zone mondiale, on peut passer à la rubrique suivante. La rubrique suivante, c'est la zone libre. Alors, on ne vous a pas donné la parole à vous, les fans, cette fois-ci, puisque on voulait, nous, aborder un sujet dans la zone libre. Vous l'avez sans doute déjà compris, on en a parlé avec le match entre les États-Unis et la Belgique. C'est notre inquiétude de voir de plus en plus la politique interférer dans le football,
dans le sport qu'on aime le plus. Et cette fois-ci, Colin, on a franchi une ligne rouge avec l'intervention directe de Donald Trump auprès de Gianni Infantino pour faire suspendre la suspension, on va dire ça comme ça, de Balogun pour qu'il puisse disputer le match entre les États-Unis et la Belgique. La ligne rouge a été franchie, Colin. Ouais, la FIFA et les États-Unis sont couverts de honte et de ridicule en prenant cette décision, en prenant un article un peu au hasard de leur code, et ça a vraiment énervé tout le public, hein. Tout le monde l'opinion publique était vraiment très énervée de voir que une faute qui est claire, qu'on voit clairement dans le jeu, où le joueur prend rouge logique, soit annulée après un match. C'est-à-dire qu'on revient sur ce qu'a dit l'arbitre, on touche clairement au résultat d'un match, on touche clairement aux décisions de l'arbitre. On ne peut pas toucher au niveau sportif. Et là clairement, c'était pas possible ce qu'a décidé la FIFA. Après, le match de Balogun, il est vraiment pas ouf, hein, donc c'était vraiment pas très utile, quoi, leur chose. Mais ça a clairement remonté les Belges. Et je pense que aussi, faut voir du côté sportif. Pour les États-Unis, ça a peut-être eu aussi un impact un peu négatif. Ça a mis la pression sur les joueurs, sur l'équipe, quand ils ont dû voir cette décision passer. Eux, ils s'attendaient sûrement pas à ça, et c'est pas bon. C'est clairement pas bon, surtout à genre un jour avant le match. Et puis, on peut parler aussi des différentes réactions. La fédération belge a fait appel, a dit qu'ils n'étaient pas d'accord. La FIFA a pris ça comme un appel. Ils ont dit on refuse. Et donc, la fédération belge a pris maintenant le tribunal arbitral du sport. On verra qu'est-ce qui sera décidé. Mais très compliqué, cette décision, très critique. Et c'est peut-être ce qui risque de faire tomber Infantino, parce qu'il a été critiqué par tout le monde. L'UEFA en a profité pour balancer un super communiqué, l'Union européenne également. Tout le monde était vraiment choqué. Tout le monde était vraiment choqué de cette décision. Ouais. Et puis, Varane, ça nous fait vraiment craindre le pire pour l'avenir du football. Où ça va s'arrêter, c'est folie. Oui, puis surtout, ce qui devrait nous faire réfléchir, c'est qu'on pensait qu'avec Sepp Blatter et celui qui avait avant lui, on avait atteint quand même un certain palier, mais notre ami Gianni réussit chaque fois en fait à nous surprendre en négatif. Voilà, donc il nous répète matin, midi et soir que le sport et la politique n'ont rien à voir avec son ton, toujours le football, un peu comme ça. Et puis, en fait, on se rend compte que sous sa direction, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Donc, la Russie ne peut même pas participer aux qualifications, alors que d'autres pays qui sont dans des conflits, oui. Donc, on crée un précédent. L'équipe iranienne a reçu un traitement lamentable, mais quand je dis lamentable, c'est encore peu dire. Il y a eu l'équipe d'Uruguay qui s'est retrouvée sur le tarmac parce que soi-disant il n'y avait pas, enfin voilà, d'autorisation, ils ont dû rester dans l'avion. Non mais c'est des trucs incroyables. Le pauvre arbitre somalien, le meilleur arbitre africain, on lui a dit de rentrer chez lui après 12 heures d'interrogatoire parce qu'on a dit que limite que c'était un terroriste. Non mais je sais pas si on se rend compte. Et puis alors là, cette décision, ce cap Balogun, et qui en plus, je suis complètement d'accord avec Colin, je pense que cette affaire a complètement desservi les États-Unis, a motivé, a mis la bloc les Belges qui jusqu'à présent étaient vraiment pas dingues. Mais là, clairement, il y a clairement une escalade, ça devient n'importe quoi. Et je pense que pour avoir un cas comme ça, il faut remonter à cette fameuse Coupe du Monde 78 en Argentine, où pour la petite anecdote, le dictateur de l'époque, Villeda, était quand même descendu avec Monsieur Henry Kissinger en personne. Alors, hein, vous irez voir qui c'est, hein, notamment un triste personnage qui reçoit des prix Nobel pour l'ensemble de son œuvre. Bref, aller donner des coups de pression dans le vestiaire à l'équipe du Pérou. Voilà, donc les méthodes sont plus bureaucratiques, mais en termes de coups de pression présidentielle, on est plus ou moins là, quoi. Donc en fait, voilà, donc Infantino a réussi à nous faire passer Sepp Blatter comme un chanteur à la croix de bois. C'était compliqué, mais il a réussi à le faire.
Ouais, ça a pris quelques années, hein. Il a dû comme ça poser des pièces par-ci par-là, mais il y est arrivé. Je pense son bilan sera nettement plus controversé que celui de son prédécesseur, qui était déjà extrêmement controversé. Donc, ouais, difficile de faire pire maintenant pour Gianni Infantino. Surtout que l'actualité chaude, hein, a montré qu'ils ont refusé de supprimer le carton jaune de Michael Olise, hein, qui a été injustement pris sur une énorme simulation de notre ami Garland. Donc voilà, deux poids, deux mesures. Et puis, ce que je voulais dire, ce qui est dangereux avec cette histoire Balogun, c'est que ça crée un précédent et ça fait jurisprudence. Donc, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, n'importe qui peut le faire. Et si ça passe pas, de dire oui, mais en 2026, il y a eu le cas Balogun. Et le Mhm. problème, c'est que quand on ouvre la porte avec ça, on ouvre la porte à tout et n'importe quoi. Donc, c'est dangereux. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. On ouvre la porte Et à tout, mais à surtout n'importe quoi. Et ça va arriver le n'importe quoi. puis surtout, niveau image publique, Infantino, là, il a perdu l'opinion publique. Honnêtement, tout le monde est vraiment énervé contre lui. Moi, hier, j'étais à la fan zone. Le nombre de fois ils l'ont montré à l'écran, à chaque fois, c'était des huées, quoi. C'était des huées pour un mec qui est président de la FIFA. C'est quand même fou. Et surtout qu'il est suisse, quoi. Moi, c'est ce qui m'indigne le plus, c'est que ce gars est suisse. Et franchement, ça m'indigne de voir un mec prendre des décisions comme ça. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Ouais, alors bah, il a de Suisse que le passeport, hein, mais je crois que pour le reste, On va dire ça, on va dire ça. franchement, voilà. Ben Même pour voilà. Balogun, c'est pas le top, hein, parce que je veux dire, c'est le gars, il va Non. continuer sa carrière. Je veux dire, ça va être compliqué pour lui. Alors, on sait très bien que la faute vient de plus haut, mais je veux dire, c'est quand même, il est quand même fiché à vie comme le type à qui on a annulé un carton rouge en pleine Coupe du Monde, alors qu'il l'a pris dans les règles de l'art. Moi, c'est un peu, Ouais. moi, enfin, ouais, Mais les gens sont pas dupes, hein. Les gens sont pas dupes. Balogun, c'est très bien qu'il est pour rien. Rudy Garcia a eu un échange avec lui à la fin du match. Et c'est ce qu'il lui a dit. C'est logique. La honte, elle est du côté d'Infantino et du côté de Donald Trump. Là, les gens ne s'y trompent pas. Ils ne s'y trompent pas maintenant. Ils ne s'y tromperont pas dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Pour Balogun, ça sera difficile à porter, mais les gens vont lui pardonner sans problème, je pense. Je suis assez optimiste. Je suis assez optimiste par rapport à tout ça. Et puis pour en rajouter encore une couche, Donald Trump qui va à coup de déclarations fracassantes comme lui seul sait bien le faire, comme quoi c'était la décision juste, que c'est mieux pour un match d'avoir les meilleurs joueurs à disposition. Il prouve une fois de plus qu'il n'y connaît rien au foot et puis il n'y connaît rien à la communication non plus. Donc voilà, un triste épisode. On espère qu'il n'y en aura pas d'autres pour cette Coupe du Monde, mais je pense qu'on n'est pas, malheureusement, messieurs, au bout de nos surprises à ce niveau-là. Voilà, on peut gentiment passer à la dernière rubrique. La dernière rubrique, c'est la zone de vérité, c'est la zone des pronostics de l'équipe de Zone Fanatique, pardon. J'ai failli m'afficher tellement l'habitude. Voilà, on va pronostiquer les 4 matchs, hein, puisque, messieurs, cette fois officielle, on arrive dans la partie, dans le sprint final, hein. Il ne reste plus que 8 matchs, 4 quarts de finale, 2 demi, la petite finale et la finale. Donc, on peut se permettre de pronostiquer tous les matchs. On va y aller directement dans le vif du sujet. Osvaldo, France-Maroc. qualification française. Qualification de l'équipe de France sur Ouais. un score. Là, pour le coup, le bon vieux 1-0 à la Deschamps des Tempi d'Oro. Ok. Colin, pour toi, ce France-Maroc. 3-1 pour la France. Varane. Eh bien, moi, je vais prendre le contre-pied et faire une surprise. Alors, je ne suis pas anti-français, hein, je ne fais pas partie de la clique des anti-français. Mais je pense que le Maroc va créer la surprise et même plus. Voilà, donc c'est Une pronostic un victoire peu du fou. Maroc. Ok. Voilà,
3-2 pour le Maroc. Tu me Ok. sauves, j'étais tenté de le faire. Ok. Tu me sauves. Moi, je joue un peu plus la sûreté avec une victoire de la France, mais sur un score de 2-1. Je pense que les Marocains sont capables de les embêter, d'aller marquer un but. Deuxième quart de finale, Espagne-Belgique. Osvaldo. 1-0 pour l'Espagne. Ouais, Colin. Moi, je vais dire 1-0 pour la Belgique. Je vais prendre le contre-pied aussi cette fois-ci. Je trouve que l'Espagne est une bonne équipe, mais je trouve qu'il y a quand même je les trouve pas si autant impressionnants qu'à l'Euro. Et des fois, ça manque un peu de justesse au niveau de l'attaque. Donc, je vais dire 1-0 pour la Belgique. Varane. Je vais dire 3-1 pour l'Espagne. Ok. Troisième quart de... moi, je vais dire 2-0 pour l'Espagne. Pardon, mon pronostic. Ensuite, troisième quart de finale, un petit Norvège-Angleterre, Osvaldo. Alors là, c'est là que je provient ma surprise de ces quarts de finale. Et ce sera la seule. Je vais dire 2-1 pour la Norvège. Ouais. Colin. Je vais aller dans le sens de Osvaldo. Je vais dire aussi surprise de la Norvège, mais je pense une qualification au tir au but. Oh, ce serait beau. Varane. Je vais aller dans le sens de Matteo, 2-1 pour la Norvège. Ok. Moi, je vois aussi ce match aller au tir au but, mais je vois les Anglais s'en sortir au tir au but après un petit 1-1, après le temps réglementaire et les prolongations. Et puis, le dernier match, peut-être celui qu'on va suivre avec le plus d'attention. Argentine-Suisse, Osvaldo. Bon, on sait déjà, tu as laissé sous-entendre que c'était la seule surprise pour toi, la Norvège. Donc, pronostic. Ouais, je vais dire... Si je dois donner un score exact, je vais dire 2-1 pour l'Argentine. Colin. Moi, je vais dire 3 pour la Suisse. Je suis optimiste. Je crois en mon équipe, donc je vais dire 3 pour la Suisse. Ouais. Varane. 1 partout et victoire de la Suisse au tir au but. Eh ben, Varane, je prends ton... J'avais préparé exactement ça. La Suisse qui résiste à l'Argentine, qui revient au score à 1 partout. Et puis une victoire dans les tirs au but parce qu'on a pris la confiance. Qui Ça, prend c'est sa le pronostic revanche, du fan suisse, hein, vraiment. Honnêtement, mais on la est Suisse dans zone prend sa fanatique, on revanche. est dans un podcast sur la Nati, donc on va montrer un peu d'optimisme pour notre Nati. On a eu raison d'être optimiste pour le match de la Colombie, même si les bookmakers donnaient les Colombiens plutôt favoris de ce match. Donc, pourquoi pas, même si là, on est encore 1, voire 2 steps au-dessus. Ben voilà, rendez-vous dimanche prochain pour vérifier et valider tous nos pronostics, puisque, si je ne m'abuse, tous les quarts de finale auront eu lieu au moment après le... Oui, il y en a un qui a lieu jeudi, un vendredi, et puis 2 la nuit, samedi, et la nuit de samedi à dimanche pour nous en Suisse. Donc, on pourra vous parler des 4 quarts de finale. Et puis, on l'espère peut-être aussi se projeter vers les demi-finales avec l'équipe de Suisse. Mais ça, c'est encore de la musique d'avenir. Voilà, merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés et regardés cet épisode de Zone Fanatique. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. Bye bye. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Qu'est-ce qui passe?